Bonjour à toutes et à tous. Elle était attendue, la voici donc désormais confirmée dans les urnes. Les élections européennes ont donc acté une progression attendue des partis populistes et nationalistes en Europe. Plus de 25% des voix en Autriche, notamment 31% pour le Rassemblement national en France ou encore un score inédit pour l'AfD en Allemagne. L'Europe met la barre à l'extrême droite. Comment expliquer cette poussée ? Les centristes et autres formations de gouvernement sont-elles impuissantes à l'endiguer ? Quelle responsabilité chercher ? Notre invité cette semaine pour en parler, c'est vous, Sylvain Kahn. Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en géographie, spécialiste de l'histoire récente de l'Europe. Vous êtes notamment l'auteur de ces deux ouvrages, Histoire de la construction européenne depuis 1945, mais aussi de l'Europe face à l'Ukraine. Vos deux ouvrages, on les voit ici, sont donc édités aux presses universitaires de France. Mais d'abord donc, coup de projecteur sur la France. Justement, la liste du Rassemblement national a obtenu 7,7 millions de voix, c'est 2 millions de plus qu'en 2019. Résultat européen et conséquences nationales. Dans la foulée, Emmanuel Macron a donc dissous l'Assemblée nationale et convoqué de nouvelles élections législatives. La France plonge dans l'incertitude politique et la presse étrangère s'interroge. Stéphanie Pérez. Aux États-Unis, en Europe, en Russie, les mêmes superlatifs pour qualifier la décision surprise d'Emmanuel Macron. Un énorme pari politique. Dissoudre l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien. C'est un séisme politique en France. Pour le Times en Grande-Bretagne, un suicide politique. Un pari fou pour la libre Belgique. Une profonde période d'incertitude pour le New York Times. Mais que fabrique Macron ? L'allemand Spiegel s'interroge, comme certains Berlinois. Je suis choqué et je ne peux qu'espérer qu'en France, les nouvelles élections ne vont pas nous amener à renforcer encore l'extrême droite. Le score élevé de l'extrême droite en France, c'est ce qui interpelle les commentateurs politiques britanniques et certains londoniens. Ma mère m'avait dit que je revivrais les années 30 et elle avait raison. Le fascisme est de retour. En Italie, où le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni, déjà au pouvoir, conforte sa position, ces Romains sont partagés sur les conseils à donner aux électeurs français. Il faut voter Le Pen, parce qu'un gouvernement de droite est certainement meilleur que la gauche. Ils sont tous nuls. Aux États-Unis, les Américains s'attardent sur Jordan Bardella, potentiel Premier ministre qualifié de télégénique. À Moscou, on insiste sur le très bon score du parti de Marine Le Pen. Pour les Russes, un vote sanction contre Emmanuel Macron à cause de son soutien affiché à l'Ukraine. Voilà donc pour ces réactions internationales à ces élections européennes et donc cette poussée de l'extrême droite en France. Sylvain Kahn, est-ce que le cas français, il est symptomatique de cette tendance européenne ou est-ce qu'il y a quand même une particularité française, notamment avec le Rassemblement national ? Eh bien, je vais vous dire les deux, symptomatiques parce que, comme ça a été rappelé, notamment par vous, la droite radicale et extrême fait des scores en hausse par rapport aux élections de 2019. Si on veut avoir une vision globale, on peut considérer que sur 27 États membres, les partis de la grande famille hétérogène de droite radicale et extrême ont progressé dans 23 pays et n'ont reculé que dans 4 pays. Voilà, donc ça, c'est pour le côté, on va dire, représentatif. La France est tendance, mais en même temps, il y a quelque chose de tout à fait particulier, parce que la France est le seul pays où le premier parti d'opposition, en l'occurrence un parti d'extrême droite, arrive en tête avec un score 2 fois plus élevé que le parti qui est au gouvernement. Et ça, un tel écart, on ne le voit qu'en France. Et d'autre part, il faut bien voir que dans beaucoup de pays européens, 9 sur 27, les deux partis qui arrivent en tête, ce sont la social-démocratie et ou la droite classique de gouvernement démocrate chrétienne, PPE. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, la France n'est pas représentative. Par exemple, en Espagne, par exemple, au Danemark, par exemple, en Estonie, vous avez ce qui apparaissait sur votre banc titre comme la majorité centriste, c'est-à-dire ces trois partis PPE, droite classique et démocrate chrétienne, SED, c'est le nom qu'ils ont au Parlement européen pour sociodémocrates et démocrates,
et Renew pour centristes Les libéraux centristes, oui. très pro-européens, eh bien, ces 3 grands groupes parlementaires, c'est les seuls qui peuvent, à eux 3, avoir la majorité des 361 sièges sur 720 qui permet de voter des textes. Voilà. Donc ça, en France, évidemment, le Parti socialiste a fait 14%, LR, l'équivalent du PPE, a fait 7%. Donc ça, c'est une spécificité française qui fait que, de ce point de vue-là, la France n'est pas tendance. Spécificité française, mais on a tout de même l'impression que sur l'ensemble du continent, les majorités qui sont au pouvoir, que ce soit les différents partis gouvernements, que ce soit le centre-droit ou le centre-gauche, ils ont l'air bien incapables de répondre à cette montée inexorable de l'extrême droite. Alors là aussi, c'est à la fois le cas et en même temps il faut nuancer. Alors c'est le cas parce que là où vous avez tout à fait raison, c'est que si on prend, encore une fois je prends les élections européennes parce que c'est très pratique, c'est une photographie au même moment du paysage électoral dans les 27 pays de l'UE, donc c'est très pratique. Donc si vous comparez 2014, 2019, 2024, vous avez une montée régulière du nombre d'électeurs qui votent pour des partis de droite radicale et extrême. Ça se voit aujourd'hui dans l'hémicycle européen à Strasbourg ou Bruxelles. Aujourd'hui, il y a 174 élus qui appartiennent à cette grande famille politique et hétérogène de droite radicale et extrême, ce qui fait 24% des 720 élus. Eh bien, il y a 5 ans, ils étaient 18%, et il y a 10 ans, ils étaient 13%. Donc on voit que c'est une montée... Progression constante. Voilà, constante et régulière, mais vous voyez, ce n'est pas un raz-de-marée. Voilà, c'est ça qui fait que, et encore une fois, avec 24% des sièges, ils sont très loin d'avoir la majorité. Ils n'ont même pas de minorité de blocage, et en plus, ils sont divisés en 2 ou 3 groupes politiques. On va y revenir, justement. Et cette poussée majeure du Rassemblement national, elle s'illustre aussi sur les cartes, Maya Yatagen. Eh bien oui, un chiffre, 93% des communes ont placé Jordan Bardella en tête des élections européennes. On va le voir avec cette carte évolutive depuis 2004. La France, au fur et à mesure des élections européennes, devient de plus en plus bleu marine. Mais ça, c'est une carte, attention, qui montre les communes. Et comme l'explique Karim Douyeb, les gens ne votent pas les territoires, d'où cette carte où vous allez voir que chaque point est proportionnel au nombre de votants. Là où le score du Rassemblement national a augmenté, ce sont dans les communes dites rurales et isolées ou celles qui font partie des couronnes des villes. On voit un halo autour de Paris ou encore de Lille. Pour résumer, le Rassemblement national, en 5 ans, il a gagné 2,5 millions d'électeurs. Alors, Bardella est arrivé en tête dans quasiment toutes les catégories socio-professionnelles étudiées. Les seuls qui n'ont pas choisi le Rassemblement national, c'est les milieux dits aisés ou privilégiés qui lui ont préféré Emmanuel Macron. La base du RN, elle est renforcée. Le vote ouvrier, c'est désormais 54%. Mais le Rassemblement national séduit d'autres électorats qui lui étaient traditionnellement plutôt défavorables. Les CSP+, les diplômés, les retraités. Quand on regarde enfin la répartition par classe d'âge, le vote des jeunes est de plus en plus en faveur du Rassemblement national. Et enfin, c'est la fin du gender gap. Le vote des femmes a bondi de 10 points. Il est quasiment équivalent à celui des hommes en faveur du RN. Et oui, Sylvain Kahn, on le voit, le Rassemblement national, il progresse sur tout le territoire, mais aussi dans toutes les classes d'âge et dans toutes les classes sociales. C'est peut-être ça aussi, l'enseignement de cette élection ? Oui, alors en même temps, il progresse sur tout le territoire. Comme on l'a bien vu sur les cartes, les centres-villes, des villes-centres, des grandes métropoles, il y a une sous-représentation du vote Front National, Rassemblement National, pardon. Or, il se trouve quand même que vous avez à peu près 45% de la population française qui vit dans les 14 plus grandes villes. Donc, même au risque de la simplification, je dirais qu'on a quand même un vote des métropoles dans lequel, en France, le Rassemblement National est sous-représenté, et un vote du reste de la France, dans lequel le vote Rassemblement National est surreprésenté. Et cette vague populiste, on l'a dit, elle touche la France, on vient de le voir, mais aussi tout le continent. Des partis europhobes, anti-immigration, voire néo-fascistes ont envoyé un nombre important de députés au Parlement européen. Au total, c'est 180 élus d'extrême droite sur les 720 que compte le Parlement, qui devrait donc faire leur rentrée. Valérie Astruc. La victoire pour 3 leaders nationalistes. La post-fasciste italienne Giorgia Meloni, le patron du RN et l'extrême droite autrichienne, tous arrivés en tête dans leur pays. Les partis d'extrême droite totaliseraient au moins 176 sièges, soit un quart de l'hémicycle. Jusque-là, ils n'atteignaient pas les 20%. Une poussée, même si elle est moins forte qu'en France.
Devant le Parlement, l'hymne de l'Europe. À l'appel d'une ONG, des citoyens dénoncent cette vague populiste. Ils sont tous d'extrême droite, mais ce n'est pas des partis unis, donc ils vont se chamailler, ils vont s'entretuer. En effet, ces droites radicales ne sont pas unies. De quoi rassurer l'autre grand vainqueur, la droite du PPE, premier parti au Parlement. Sa tête de liste, Ursula von der Leyen, espère se maintenir présidente de la Commission. L'actuelle coalition composée de la droite, des socialistes et des libéraux devrait donc être reconduite, 400 sièges. Une majorité fragile qui sera forcément sous pression des forces nationalistes. Enfin, le couple franco-allemand perd des plumes. Revers électoral des deux dirigeants dans leur pays, difficile dans ces conditions de peser sur les grands dossiers européens. Sylvain Kahn, on vient de voir le cas de Giorgia Meloni et de son parti en Italie. Elle conforte sa position à l'occasion de ces élections européennes. Et malgré donc, le fait d'être aux affaires, elle ne subit pas de votre sanction. Comment l'expliquer ? Écoutez, ce qu'on dit sur Giorgia Meloni, c'est que d'abord, elle sait, bien que venant d'un parti de droite extrême et radicale, Fratelli d'Italia, elle s'est habilement convertie à l'Europe. Alors il est vrai qu'en raison du plan de relance, l'Italie est bénéficiaire de sommes très très importantes. Et donc ça rassure énormément toute cette catégorie d'électeurs italiens pour qui l'appartenance à la construction européenne, c'est important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle est apparue proche des gens. Elle est apparue comme étant en capacité de continuer à les écouter et à mettre en œuvre un certain nombre de choses dont elle parlait, tout en étant très à l'écoute des milieux économiques et patronaux. Ce qui fait que, par exemple, elle a complètement modifié le discours qui était celui de son parti en campagne électorale il y a 2 ans sur les questions migratoires, puisqu'elle a dit oui, effectivement, l'Italie manque de main-d'œuvre, donc il faut ouvrir l'Italie à une immigration légale et régulière. Et en même temps, elle a tenu très ferme son cap sur un conservatisme et même parfois des politiques réactionnaires dans les domaines de la culture, du genre et de l'audiovisuel. Mais sur les grands dossiers économiques et aussi internationaux, elle s'est convertie à une forme de droite de gouvernement, d'une certaine manière. Elle est rentrée dans les chaussons du pouvoir, c'est ça qu'on peut dire aussi. C'est ça. Et d'ailleurs, elle a su mettre en scène sa capacité à avoir de très bonnes relations avec Mario Draghi, qui était son prédécesseur et qui, parce qu'il a été le grand président de la Banque Centrale Européenne, a une très grande réputation en Italie. Et ces très bons résultats donc, dans les urnes, les formations d'extrême droite, elles vont pouvoir peser au Parlement européen. Et les groupes centristes, on l'a vu, semblent se maintenir, mais vont-ils pour autant réussir à s'imposer? Explication de la correspondante de France 24 à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Le Rassemblement national devrait envoyer une délégation d'une 30aine d'eurodéputés au Parlement européen. C'est la plus grosse délégation d'extrême droite de l'histoire des institutions européennes. Et dans le même temps, Renaissance perd 10 sièges et n'aura que 13 eurodéputés. Résultat, le groupe centriste dans lequel siège Renaissance perd du terrain dans l'hémicycle européen, mais maintient pour le moment sa 3e place. Mais Valérie Ayé, sa présidente, sait que cet équilibre est fragile, car le groupe d'extrême droite ECR, dirigé par Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, pourrait lui ravir cette 3e place. Valérie Ayé plaide donc pour la mise en place d'un cordon sanitaire vis-à-vis d'ECR. Je vous rappelle que le groupe ID, dans lequel siège le Rassemblement national, fait déjà l'objet d'un cordon sanitaire au sein du Parlement européen. Mais dans la grande coalition centriste, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Le PPE, le Parti populaire européen, s'y oppose car il veut se garder la possibilité de faire des alliances au cas par cas avec le groupe ECR. Cette bataille, c'est aussi celle de l'influence française dans les institutions européennes, car si le RN venait à gouverner après les élections législatives en France, Emmanuel Macron continuerait bien sûr à siéger au Conseil, mais ce sont les ministres qui participeraient aux réunions par secteur. Et là, évidemment, il y a fort à parier que certains dossiers, comme le pacte vert ou l'aide à l'Ukraine, en souffrent particulièrement. Voilà donc pour ces perspectives au Parlement européen. En Allemagne, cette fois-ci, le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, ou l'AfD, a créé, lui, un nouveau séisme politique en terminant 2e de ces élections européennes avec plus de 15% des suffrages. Pour les élections régionales de 2024, c'est même 30% d'intention de vote pour ce parti. De quoi inquiéter, vous allez le voir, les milieux économiques et industriels, car l'AfD milite notamment
contre l'immigration du travail, une main-d'œuvre toutefois indispensable pour le pays. Avant les élections européennes, vous allez le voir, des entreprises allemandes se sont notamment mobilisées contre l'AfD. Vous voyez ce reportage de la correspondante de France 24 en Allemagne, Anne Maillet. Ici, une trentaine de personnes d'origine étrangère ont été recrutées ces dernières années pour pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée. J'ai commencé par un stage de 5 jours et j'ai adoré. Donc, je me suis tout de suite engagé à rester. Le gouvernement a assoupli les règles de l'immigration du travail pour faciliter le recrutement à l'étranger. Mais la région souffre d'un autre problème qui pourrait mettre à mal ses efforts, la montée de l'extrême droite. Dans le Brandebourg, le parti AfD est crédité d'environ 30% des intentions de vote au régional de septembre. Un cauchemar pour le patronat. Je mentirais si je disais que je n'étais pas inquiet. C'est très important que les entreprises se positionnent pour dire que l'extrême droite n'a pas sa place en Allemagne. Et c'est tout aussi important que nous participions aux manifestations contre leurs projets. Mobilisation aussi sur les réseaux sociaux. Cette chaîne de supermarchés a retiré les produits étrangers d'une succursale pour illustrer et dénoncer la xénophobie. Les grandes entreprises s'inquiètent pour la réputation du pays et son modèle économique. Voilà donc pour cet extrait de reportage signé Anne Maillet. Sylvain Kahn, l'AfD, on l'a vu, est très populaire dans les Länder de l'Est de l'Allemagne. Cette montée de l'AfD, c'est aussi l'illustration d'une Allemagne qui est toujours coupée en deux malgré la réunification. En tout cas, c'est clair que ça met en valeur le fait que cette ancienne coupure ne s'est pas complètement résorbée. Alors il faut bien voir aussi qu'il y a un nombre tout à fait significatif d'Allemands qui habitaient dans l'ex-Allemagne de l'Est, qui ont migré dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, ce qui vient un petit peu nuancer ou corriger, disons, ce sentiment qu'on peut avoir en regardant les cartes, mais c'est effectivement un problème. D'autre part, la nouveauté aussi de ce scrutin, c'est que l'AfD, quand même, maintenant se banalise également dans l'ex-Allemagne de l'Ouest. Donc ça devient un parti qui finit par avoir une représentativité nationale. Avec une différence toutefois par rapport aux autres pays où il y a des listes, des partis d'extrême droite qui montent sur le continent européen, c'est que l'AfD est quand même toujours considérée comme un paria dans la classe politique allemande. Ça aussi, c'est différent par rapport aux autres pays, notamment en Europe de l'Ouest. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, disons, on peut le dire comme ça, on peut dire que même dans la famille de l'extrême droite européenne, l'AfD est considérée comme à l'extrême droite de l'extrême droite, à telle enseigne qu'il y a 2 mois, l'AfD a été exclue de la famille parlementaire européenne d'extrême droite qui s'appelle ID pour Identité et Démocratie, dans lequel il y a le Rassemblement national. Eh bien, ils en ont été exclus parce qu'ils avaient tenu des propos complaisants sur l'héritage de la SS durant la Seconde Guerre mondiale. Et l'AfD en seconde position en Allemagne, on l'a vu, le RN en tête en France, des élections législatives anticipées. Olaf Scholz, comme Emmanuel Macron, sont particulièrement affaiblis par ces élections européennes. De quoi fragiliser le couple franco-allemand, Maya Tagen ? Eh bien oui, l'image du couple franco-allemand, selon les Allemands du Taz, c'est celle-là, le couple franco-allemand aurait le blues. Les Italiens sont encore plus durs, par exemple, dans cet article, ils parlent d'un roi nu au centre de l'Europe, il s'effondre dans son cœur carolingien. Pourquoi je vous parle des Italiens ? C'est parce que jeudi et vendredi a lieu en Italie le G7 avec une Giorgia Meloni triomphante, vous en avez parlé, l'image contraste évidemment avec Olaf Scholz et Emmanuel Macron, ça n'a pas échappé à la presse française, mais également à la presse internationale. Alors Olaf Scholz et Emmanuel Macron sont depuis les débuts moins proches que Emmanuel Macron et Angela Merkel. Mais il y a encore quelques semaines, le couple franco-allemand tentait d'afficher un visage d'unité lors de la première visite d'État d'un président français en Allemagne depuis 24 ans. Unité notamment sur le sujet de l'Ukraine, car comme l'écrit ce chercheur, une Europe crédible a besoin d'une direction commune, mais le dernier vote européen risque de donner naissance à une Europe sans leader. Désormais, Scholz et Macron vont certainement se concentrer sur le renouvellement à la tête des institutions européennes, en commençant par la Commission. C'est souvent là-bas, peut-être plus qu'au Parlement, que l'influence de couple franco-allemand se fait sentir sur des questions de défense, de compétitivité ou encore de transition écologique. Et oui, Sylvain Kahn, on va revenir sur les déboires du couple franco-allemand, mais un mot d'abord avec vous sur Olaf Scholz. C'est un peu les problèmes s'accumulent pour le chancelier allemand avec ces élections européennes, puis les crises successives. Il est en grande difficulté quand même, le chancelier allemand. Ah oui, parce que donc, le chancelier allemand Scholz est à la tête d'une coalition de 3 partis.
ce qui ne s'était jamais vu jusqu'à présent en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué de tenir la cohésion de cet attelage. Ça fait beaucoup parler en Allemagne. Donc ces trois partis sont le SPD, qui est la social-démocratie allemande, qui est donc le parti du chancelier, les Verts, qui avaient fait un bon score lors des dernières législatives, et lors des européennes précédentes, et là qui se sont effondrées, qui ont perdu près de 10 points, et enfin le petit parti libéral. Eh bien, si vous additionnez le score de ces trois partis aux européennes, eh bien, vous arrivez à un score qui est inférieur à celui du premier parti d'opposition, la CDU, de l'ancienne chancelière Merkel, qui est maintenant à la retraite. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un énorme échec pour Scholz. Un mot de la France cette fois-ci, en cas d'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, est-ce que la relation franco-allemande risque d'en pâtir? Même si on a vu que le Rassemblement national a voulu rassurer sur cette relation. Disons, là, c'est la particularité du régime de la Ve République qui va s'imposer. Là, pour le coup, on a déjà des précédents. Il y a déjà eu 3 cohabitations en France. Du temps de François Mitterrand, il y en a eu 2. Du temps de Jacques Chirac, il y en a eu une avec Lionel Jospin. Et il y a cette tradition, cet usage, cette pratique de la Ve République où la politique européenne, la politique étrangère, la politique de défense sont du domaine réservé du président. Il est clair qu'au Conseil européen, à la table donc des chefs d'État et de gouvernement, c'est Macron qui ira et pas un éventuel Premier ministre de cohabitation. Pour élargir plus sur le résultat de ces élections européennes, je voulais parler avec vous de la Pologne et des centristes qui, eux, désormais sont au pouvoir, mais qui ont bien du mal à relancer la machine démocratique après 10 ans de PiS, le parti d'extrême droite qui était au pouvoir avant. Est-ce que c'est à craindre, selon vous, si d'autres formations de ce type arrivaient au pouvoir en Europe ? Vous voulez dire, est-ce que si des partis d'extrême droite arrivent en Europe, une fois qu'ils seraient partis, on aurait du mal à, faire une vraie alternance? C'est le sens de mon propos. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en Pologne, il y a une situation qui est un peu particulière, parce que le président de la République, Andrzej Duda, a un certain pouvoir, beaucoup moins que le président français, certes, mais quand même un certain pouvoir. Il est toujours du parti PiS, et il fait tout son possible pour empêcher la nouvelle majorité parlementaire et le nouveau Premier ministre Donald Tusk de gouverner. Donc, je dirais que, de ce point de vue-là, la Pologne est un cas un peu particulier. Cas particulier, on l'aura compris. L'arrivée, en tout cas, vous allez le voir, des députés d'extrême droite au Parlement européen, elle ne s'est pas toujours faite sans encombre. On va prendre le chemin de l'histoire. Le 25 juillet 1989, Claude Autant-Lara, élu FN, provoque alors le départ de la quasi-totalité des députés de l'hémicycle. Morad Haïtabouche pour le 19-20 de France 3 de l'époque. Regardez. Un parfum de scandale pour cette rentrée parlementaire avec un discours plutôt sulfureux de Claude Autant-Lara, chargé grâce à son âge avancé de présider la première réunion de l'Assemblée. Mais la plupart des députés ont boycotté le cinéaste français élu sur la liste de Jean-Marie Le Pen. Les socialistes, les communistes et les écologistes ont quitté la salle avant même le premier mot du doyen. Ils ont vite été suivis par les gaullistes et les libéraux, choqués par les propos tenus par Autant-Lara sur l'hégémonie de la culture américaine. Nos cultures, mes très chers frères européens, cette menace ne nous vient que des États-Unis d'Amérique, hélas, et elle est terrifiante. Seuls quelques députés des droites européennes et une poignée de conservateurs britanniques ont écouté sagement défiler tous les clichés du discours d'extrême droite. Outre les couplets sur le métissage culturel qu'ils dénoncent, il y a eu un passage sur la cohabitation entre occidentaux et musulmans. Cohabitation qu'ils jugent sanglante. Heureusement, après ce discours, les députés présents sont passés à des choses sérieuses, l'élection du nouveau président. Voilà donc pour ce reportage qui date de juillet 1989. Sylvain Kahn, elles ont quand même bien vieilli, ces images. On est bien loin aujourd'hui de l'indignation générale de la classe politique. D'alors, la normalisation des partis d'extrême droite, elle semble fonctionner. Oui, mais par contre, le type de discours qui est celui aujourd'hui des partis de droite extrême et radicale au Parlement européen est assez en écho à ce qu'on vient d'entendre. Donc effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Europe, il y a davantage de tolérance ou de banalisation pour ce type de discours. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais ça veut dire qu'effectivement, d'une certaine façon, dans la mesure où il y a un nombre grandissant de citoyens qui votent pour ces partis et qui adhèrent à ce discours, les autres partis considèrent qu'il faut bien en débattre.
Et en tout cas, on a vu dans les propos de Claude Autant-Lara déjà revenir à l'époque ces propos d'affrontement prédits entre les Européens et des personnes de confession musulmane déjà. Hein. Oui, bon, on va dire que ça, c'est l'idéologie classique de la droite radicale et extrême. Donc, de ce point de vue, l'époque en même temps a complètement changé parce que ce qui aujourd'hui peut-être contribue à donner davantage d'audience à ce type de discours, c'est que dans l'intervalle, là on était en 89, il y a eu des attentats islamistes et djihadistes en Europe, Londres, Paris, Nice, Bruxelles, et il y a eu, il faut s'en souvenir, un véritable affrontement international entre l'État islamique à la fin des années 2010, enfin pendant une partie des années 2010, et un certain nombre de pays occidentaux et arabes. Un dernier mot avec vous rapidement. Comment expliquer finalement cette montée des partis d'extrême droite? Est-ce qu'il n'y a pas finalement, au-delà de la crainte migratoire, une forme de sentiment de déclassement économique de l'Europe? Alors effectivement, il y a des cartes très intéressantes sur lesquelles on voit qu'il y a une corrélation entre les régions où le vote d'extrême droite en Europe augmente et des régions qui, économiquement, sont considérées comme, on va dire, en retrait ou en régression, quand bien même ce sont encore des régions très industrialisées et très riches. C'est par exemple ce qui crée éventuellement, c'est une corrélation, qu'il y ait un vote d'extrême droite important en Lombardie, qui est une des régions les plus riches et les plus industrielles d'Europe, mais qui est de plus en plus soumise à la concurrence, en particulier des biens manufacturés en provenance de Chine. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylvain Kahn, d'avoir répondu à nos questions dans Le Monde dans tous ses états. Le Monde dans tous ses états, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine autour de Raphaël Kahn. D'ici là, restez avec nous sur France 24.